Ah bah voilà, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques, mais cette fois-ci, nous n'allons pas prendre la direction habituelle de mes études, cette fois-ci, on va prendre une autre direction, une direction tout aussi importante pour moi, qui me tient vraiment à cœur, puisque ça a pris une très grande partie de ma vie en fait, et même encore aujourd'hui, ça prend encore une certaine part dans ma vie. Et je pense que je me devais de vous en parler parce que cette part de ma vie a vraiment des influences sur la part de mes études. Il y a eu quand même des choses qui ont fait que certaines choses qui se produisent dans cette deuxième voie a eu des conséquences sur la première et un peu inversement aussi. Donc vraiment je pense que c'était et je pense que c'est vraiment le bon moment de vous en parler parce que bon il y a notamment eu des conséquences concernant les concours, mais je spoil pas trop. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui me, voilà, qui me passionne, hein, puisqu'il s'agit ici de ma deuxième passion dont j'aimerais vous parler. Et cette deuxième passion, eh bien il s'agit du catch. At Christmas, I work all the time, so I'm not sure what I'm doing exactly. The centre says... Pourquoi il est de loin encore celui-là? Je sais pas. On t'en pas causé, d'accord? Attention, vous avez toujours pas décidé de mettre projection vers un autre coin. Drazer marque son adversaire. Très bien joué. Coup de poing sur le visage. Projection dans les corps. Très bien joué de la part de Drazer. Ça, c'est de la baffe. Ouais, si je confirme ça, c'est de la baffe. Coup de pied dans l'estomac, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7. 7 coups de pied consécutifs. De Dranzer sur l'estomac avec Kakel. Et de 8 en plein sur le visage. Il répond avec un coup de pied. En plein sur la poitrine de Dranzer. Le brise-duc. Le brise-duc. Kakel sur Dranzer. Et l'écrasement facial. Le catch, comment ça a démarré tout ça? Eh bien, on va dire que ça a démarré dans les années 2006-2007, là, période de grand essor, de nouvel essor, disons, du catch en France, puisque bon, il y a eu toute une période où on en parlait très peu, et ça a pris un essor nouveau dans les années 2005, 2006, 2007, là, dans ces eaux-là. Tout simplement parce qu'il y a eu de plus en plus de diffusion à la télévision. Il y a également eu plusieurs produits dérivés qui sont sortis, etc. Je suppose qu'il y a eu toute une chose qui a fait que ça a pris son essor à nouveau. Et il y a eu de plus en plus de clubs de catch qui se sont ouverts en France durant cette période. Et donc c'est durant cette période-là que j'ai commencé à connaître ce que c'était le catch. Et ce à travers une personne que je ne vous ai pas encore introduite, mais qui était une personne très importante dans ma vie. Donc je l'aime à appeler tonton de cœur, puisque c'est pas vraiment mon tonton en termes de famille, hein, en termes de lien du sang. Mais c'était mon tonton, enfin je trouve que c'était un tonton de cœur, voire même un deuxième papa, comme j'aime aussi le dire,
tellement il était présent avec ma famille, une grande amitié aussi entre mes parents et cette personne. Et également il a passé énormément de temps avec nous les enfants, donc notamment moi et ma petite sœur, la sœur cadette, et puis bon la dernière elle a un peu moins connue, mais vraiment voilà, c'est une personne qui a été vraiment très présente dans ma vie. Et donc bon bah je lui ai donné son nom, il s'appelait Stéphane Donneger, et voilà, c'est une personne qui m'a marqué beaucoup dans ma vie, et je me tenais de vous en parler un petit peu parce que bah, c'est une personne, c'est un peu de lui que viennent certaines passions, et donc bah, notamment le catch. Alors à vrai dire il était passionné de deux choses, il était passionné non seulement du catch mais également du hockey sur glace. Et en fait bah, sa passion du hockey sur glace c'est un petit peu ce qui a développé en moi l'envie de faire du roller. Donc voilà, donc le roller et le catch, en fait, ce sont deux choses qui viennent vraiment de cette grande période de mon enfance, à passer beaucoup de temps avec lui. Et voilà, donc c'est vraiment une personne qui a eu beaucoup non seulement de bonnes influences, mais aussi de bonnes ondes envers nous, envers la famille. Et voilà, je le remercierai jamais assez, c'est vraiment une personne incroyable, en tout cas c'était une personne incroyable. Mais bon, je vous en parlerai plus tard, à un moment où c'est important d'en parler. Mais voilà, en tout cas sachez que c'est une personne vraiment qui était superbe. Et donc bah, c'est à travers lui que j'ai appris donc non seulement la passion de hockey sur glace, et donc faire du roller, même faire un peu de hockey sur bitume, des choses comme ça qu'on s'est amusé à faire. Et donc voilà, maintenant je garde cette envie de me promener en roller même encore aujourd'hui, donc ça vient de ça. Mais également le catch, parce qu'il était fan de catch et du coup il en regardait souvent, et ma mère s'est mise à en regarder également, et par conséquent je me suis mis à en regarder. Et donc les premiers matchs que j'ai vus c'était des matchs de la grosse fédération que tout le monde connaît à peu près, la WWE. Et voilà, bah, j'ai fait connaissance de quelques catcheurs là-dedans, donc les grands noms que vous connaissez peut-être, Undertaker, Triple H, Chris Jericho, là juste pour en citer des anciens, hein, Batista et tout ça. Bah, ces catcheurs-là, bah, ça a fait partie de ma vie, on va dire, pendant une bonne partie à partir de 2006-2007, hein, dans ces eaux-là. Bah, petit à petit, au fur et à mesure d'en regarder, d'en être fan, hein, parce que bon évidemment on a des préférences de catcheurs au fur et à mesure qu'on s'immisce dedans. Bon après c'est vrai qu'au bout de... Donc au tout début on a des préférences, on a des catcheurs qu'on adore, et puis bah, quand on commence à vraiment connaître le catch de l'intérieur, et c'est ce que je vais vous raconter un petit peu ici, bon, à mon avis ça va pas prendre qu'un seul épisode, mais je vais essayer de vous raconter quelques petites choses. Mais quand on commence à connaître le catch de l'intérieur, on n'est plus forcément fan du personnage en lui-même, mais on est vraiment fan de la fusion que peut avoir les deux personnes sur le ring, de la façon dont les prises s'enchaînent, des choses comme ça. On peut commencer à vraiment avoir cette vision-là, complètement, presque j'ai envie de dire théorique, hein. C'est vraiment presque, on est en train de faire des maths avec juste des lettres et tout ça, au lieu de faire des calculs, quoi. C'est un peu le même genre de vision, on commence juste à regarder les prises, les enchaînements de prises, etc. Comment les choses s'enchaînent vraiment bien, que ça donne vraiment quelque chose de joli, etc. Donc bon, bref, j'y reviendrai. Mais voilà, donc je veux avancer un petit peu dans le temps. On arrive, disons, en 2010, peut-être un peu... Ouais, non, 2010, c'est ça, je pense. Je pense que c'était 2010. Donc on arrive en 2010, et bah, j'avoue qu'une petite envie de vouloir essayer ce que c'est le catch pour de vrai, et vraiment le pratiquer, monte un petit peu. Et j'ai eu l'occasion, durant donc une espèce de... Alors comment on va dire, c'est une espèce de centre aéré si vous voulez, mais centre aéré sportif, hein. Je sais pas si parmi vous avez connu ce genre de choses, mais il était possible pendant les vacances d'été de faire partie d'un centre aéré mais sportif, qui proposait donc des activités sportives, voire un peu plus que des activités sportives, mais des activités sportives pendant tout le long de l'été, et vous permettait de faire des différentes activités comme du tennis, comme du badminton, comme du camping même, vraiment plein de trucs. Et à un moment donné, ils ont proposé l'activité catch. Alors ils savaient pas du tout ce que c'était le catch, hein, les personnes qui étaient présentes, ils savaient pas du tout. Ils savaient grosso modo ce que c'était, mais ils savaient pas forcément dans les détails ce que c'était. Et en fait ils se sont amusés à nous apprendre le catch à travers leur activité sportive. Donc l'une c'était le taekwondo, l'autre c'était le judo.
Alors le judo, j'avais fait du judo quelques années auparavant, mais bon, j'ai pas envie d'en parler ici. Mais en tout cas, j'avais fait du judo auparavant, et donc bon, bah, je savais quelques petites choses comme savoir chuter ou des choses comme ça. Mais bon, les chutes qu'on fait au judo n'ont rien à voir avec les chutes qu'on fait au catch, hein. Absolument rien à voir. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, bah, ils ont essayé de nous apprendre 2-3 rudiments de leurs arts pour nous permettre de faire 2-3 petits trucs qui pourraient ressembler à du catch. Bah, ils avaient en tête que vers la fin de la semaine, on puisse se produire devant les parents et faire une espèce de mini-match. Bon, bah, je me souviens que le ring, ils avaient fait un truc du genre, il n'y avait que des tapis de sol, et puis pour les cordes, ils avaient fait, il y avait 4 personnes qui jouaient le rôle des coins, et ils tenaient un élastique là comme ça chacun. Donc c'était assez marrant comme façon de faire un ring, mais enfin bon. Et le truc très important que je voulais dire sur cette période, c'est que bah, à la fin, le dernier jour, justement le jour où on allait se représenter, il y a eu un entraîneur de lutte qui est venu nous voir. Qui était le papa d'ailleurs d'une des animatrices, qui était un entraîneur de lutte normalement, hein, de lutte professionnelle, qui n'est pas forcément entraîneur de catch, mais il en a fait, hein, donc il sait également ce que c'est. Et donc bon, bah, je vais te donner son nom également, il s'appelle Gérald Malpar, donc c'est une personne qui m'a également beaucoup marqué. Et donc bah, cette période en centre aéré, je m'en souviens encore parce que bah, c'est à ce moment-là où j'ai découvert comment ça marche un peu plus le catch d'ailleurs. Même si on n'en apprend que des rudiments, on n'a pas encore beaucoup de background, hein, vraiment absolument rien, j'ai envie de te dire, même de vous dire, je me permets de vous tutoyer, ça va pas là. Mais enfin bref, voilà, ça a permis de voir un petit peu à quoi peut ressembler un entraînement de catch. C'était très intéressant et bah, il nous a appris quelques petits mouvements, mais vraiment des mouvements de catch cette fois-ci. Pas vraiment des mouvements qui sont issus d'autres arts, hein, vraiment là, la lutte ou le catch en lui-même. Et c'était vraiment, bah, là ça m'a donné vraiment l'envie de dire bah, je veux faire ça. Voilà, là on était arrivé à ce moment-là où je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça. Et quand on s'est produit ensuite sur le ring, parce que bon voilà, vous avez compris qu'il était fait très rapidement, bah, là aussi ça m'a vraiment motivé pour en faire. Et donc à partir de ce moment-là, donc 2010, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher pour en faire une pratique régulière, et donc un club. Malheureusement j'ai galéré comme pas possible à trouver un club de catch, et en fait j'ai galéré au point où j'ai dû attendre 2 ans pour pouvoir enfin trouver un club. Alors j'ai appris ensuite que le club n'était pas si loin, hein, il était en centre-ville d'Amiens, donc il y avait un club de catch qui était proposé là, et en fait le moment où je l'ai découvert, c'est au moment où il y a eu un gala qui s'était produit en toute fin 2011. Il y a un gala qui s'était produit au marché de Noël d'Amiens. Et bah, ce gars-là, justement, bah, je me suis tout de suite posé la question, est-ce qu'il y aurait un entraîneur ou quelqu'un qui vient d'Amiens? Et tout de suite, j'ai poussé un peu mon père pour qu'il aille poser la question, parce que bon, moi-même étant encore un petit peu timide, j'ai pas osé forcément y aller. Mais je me suis présenté quand même avec mon père. Et mon père a fait comprendre que j'avais très envie de découvrir ou de pratiquer le catch. Et bah, Gérald m'a dit, bah vas-y, viens en janvier, début janvier, et puis bah, si tu veux, tu feras des premières séances, et puis si ça se passe bien, tu pourras t'inscrire au club, etc., etc. Donc je commence le catch en janvier 2012. Donc janvier 2012, ça veut dire que j'étais en première, enfin seconde première au lycée. Et donc ouais, bah, c'est vraiment le début des choses vraiment importantes là, parce que bon, bah, j'apprends comment on chute, et là bah, les chutes, comme je l'ai dit, ça n'a complètement rien à voir avec les chutes du judo. Là il faut savoir chuter en partant de debout. Et c'est pas un exercice facile, hein, quand on l'a jamais pratiqué avant, mais moi j'ai eu la chance en tout début d'apprentissage de catch d'apprendre tout de suite une chute comme ça, et pas passer par la chute judo pour ensuite petit à petit revenir à la chute de catch habituelle. J'ai tout de suite passé par ça. Alors il y a une astuce, on va dire, pour faire ce genre de chute, les chutes que l'on voit par les catcheurs sur le ring. L'astuce, c'est un petit peu de se laisser porter un petit peu. Bon, moi en tout cas c'était mon astuce. Je regardais au fond de la salle, ou en tout cas à un endroit un petit peu vraiment comme si je regardais dans le vide. Et puis bah, je me laissais un peu vaciller, un peu comme si j'avais un poil trop bu, même si j'ai jamais vraiment connu l'état d'être sous, hein. J'ai vraiment jamais été sous, mais en tout cas je me suis dit bon, il faut que je sois un peu étourdi, donc je me suis laissé un petit peu aller, puis ensuite à un moment donné je me lâche, je me laisse tomber en arrière,
je fais un coup de rein donc pour lever les jambes en l'air et ensuite bam, le dos au sol, les mains bien écartées et qui tapent au sol pour vraiment répartir l'impact qui se fait sur le sol, sur l'ensemble du corps. Et puis voilà, bah, c'est ça une chute de catch, c'est quand même un peu plus impactant et on fait ça sur un ring. Alors le premier ring que j'ai connu à Amiens, c'était un ring de boxe, donc c'est-à-dire que c'était beaucoup plus dur que le ring de catch habituel pour ceux qui savent, parce qu'un ring de boxe, bah, il n'y a pas le côté ressort, le côté un peu trampoline, même si bon, c'est pas vraiment un trampoline un ring de catch, mais il y a un petit ressort, normalement il y a un ressort qui permet aussi de répartir l'impact d'une autre manière pour que ce soit un peu moins, que ce soit un peu plus atténué. Mais sur un ring de boxe c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce ressort, donc du coup on est vraiment direct sur le dur presque, j'ai envie de dire, même s'il y a toujours les tapis pour tenir quand même le truc. C'est un ring de boxe donc c'est quand même beaucoup plus dur à faire des prises dessus, mais bon, bref, en tout cas voilà, j'ai commencé le catch en 2012 j'ai appris comment ça marche quoi. En fait c'est à ce moment là que j'ai commencé à voir comment fonctionne le catch vraiment. Et que c'était quelque chose qui m'emballait de plus en plus. Je me suis même lancé à faire beaucoup d'heures de lutte professionnelle, donc cette fois-ci pas de catch en lui-même, mais vraiment de lutte. Je me suis lancé à faire des heures de lutte supplémentaires pour pouvoir vraiment bien acquérir les réflexes qui peuvent être importants en plein match, parce que bon, bah, quand on est en plein match, notre tête elle n'est pas toujours à 100% concentrée, il faut qu'il le soit bien sûr, mais c'est pas toujours évident d'être à 100% concentré et il se peut que des fois, suivant les chutes, suivant les mouvements, etc., il faut être capable d'agir au dernier moment, d'avoir le bon réflexe. Et pour avoir ces bons réflexes, bah, il faut avoir vraiment pratiqué de la lutte professionnelle pour se rendre compte un petit peu des choses qu'il faut avoir comme réflexe pour éviter de faire des mauvaises chutes ou de faire des mauvais mouvements, de mauvaises prises. Et donc vraiment c'est tout un apprentissage et donc j'ai appris les bases, donc d'abord faire pas mal de chutes pendant quelques mois et c'est comme ça que ça démarre, hein. De toute façon on commence toujours par faire beaucoup de chutes, à travailler un peu le cardio en faisant des tours, en faisant de l'endurance, en faisant des roulades, en faisant plusieurs petits exercices pour s'échauffer en même temps. Donc voilà, il y a tout un exercice un petit peu de cardio, parce que sur le ring il faut tenir le cardio, hein, c'est pas toujours non plus évident de tenir, d'être debout, etc., de se relever, de tomber, de se relever, de tomber. Imaginez ça quand même, hein, pendant un match de catch, les deux lutteurs ne fait que tomber, se lever, tomber, se lever, tomber, se lever, tomber, se lever. Et évidemment, il faut un cardio derrière, quoi. Il faut pouvoir se lever, etc. Il faut pouvoir enchaîner des mouvements, etc. d'une certaine vitesse, etc. Donc voilà. Et d'un autre côté, il faut trouver aussi un bon rythme, hein, parce que c'est pas évident non plus, pendant un match de catch, de trouver un rythme qui permette à des spectateurs de suivre ce qui se passe, quoi. Parce que si on fait un rythme trop élevé, il se peut que les personnes n'aient pas le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est produit, quelle était la prise qui a été mise en place, etc., etc. Les gens n'ont pas forcément le temps de bien comprendre ce qui se passe, et donc il faut aussi proposer un rythme qui puisse faire en sorte que les gens ne soient pas perdus en plein milieu d'un enchaînement ou un truc comme ça. Donc vraiment c'était... Alors au tout début, quand je me lançais à faire du catch, et donc notamment quand on commençait après ces mois de chute, et quelques mois également pour apprendre les premières bases, donc les cordes à linge, tout ce qui est coup d'arpin, enfourchement, etc., pour donner les mots un peu techniques, on a pu commencer à pouvoir mettre en place des matchs, notamment pour les galas de Noël, hein. Donc le marché de Noël c'est devenu quelque chose de récurrent, et donc c'était plutôt cool d'être assuré de pouvoir se produire devant des gens en public, surtout qu'en plus on était en pleine place Gambetta, donc pas place Gambetta pardon, mais la place René Goblet, c'est une place importante d'Amiens, et sur laquelle en fait on se trouvait vraiment devant tout un long couloir, donc en fait on se trouve devant la rue des Trois Cailloux, c'est une grande rue importante de Amiens, et donc on était tout au fond de cette rue. En fait c'est ça qui était intéressant avec cet emplacement, c'est qu'on était vraiment en face des gens qui étaient en train de faire le tour du marché de Noël, et donc il peut y avoir des gens tout au bout qui entendent ou qui voient quelque chose tout au bout en voyant il y a un ring et tout ça, il y a un truc qui se produit, j'aimerais bien aller voir par curiosité. Je trouvais ça vachement cool d'avoir un emplacement pareil, donc et ça permettait de piquer la curiosité des gens qui voulaient peut-être jeter un coup d'œil à ce que ça donnait, etc. Et vraiment voilà, donc bon bref. Donc au tout début du catch, ce que je faisais, c'est que je scénarisais un petit peu trop le match. C'est-à-dire que j'avais tendance limite à écrire un script. Alors c'est pas
c'est pas forcément une mauvaise chose d'écrire un script, parce que bon, bah, de toute façon, c'est vrai, il faut se le dire une fois pour toutes, le catch en général c'est scripté. Alors scripté, à quel point, ça dépend totalement du type de match que vous regardez. En tout cas, la WWE c'est quand même scripté en très très grande partie. Et toutes les grandes fédérations sont scriptées en très très grande partie. Donc c'est-à-dire il y a vraiment une histoire qui est écrite, qui est prévue pour l'ensemble de toute d'une bonne période, quoi, facilement un mois et demi, quoi. En général ça peut vraiment durer longtemps, donc il y a vraiment tout un script qui est déjà prévu pour les catcheurs. Après c'est pas scripté au point d'écrire point par point ce qui doit se passer dans les matchs. Il peut y avoir quand même juste des points importants qui sont notés dans les matchs de catch, mais les trucs importants c'est vraiment toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Par contre, si on va dans un gala de catch lambda, au milieu d'une fédération qui se fait connaître, mais pas tant que ça, enfin disons, voilà. Suivant la fédération, en fait, plus la fédération est grande, plus il va y avoir des chances qu'il y ait des choses scriptées, notamment pour raconter une histoire concernant les personnages qui sont dans la fédération. Si la fédération est un peu plus petite, là il se peut qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire. Et donc dans ces cas-là, c'est des matchs comme ça, juste pour faire découvrir des personnages, des gens, des catcheurs. Et l'idée c'est d'essayer de faire connaître un peu ces personnages. Et donc il n'y a pas forcément pour but d'écrire une histoire de A à Z en disant je vais écrire une histoire qui part du début, qui a vraiment un début et une fin et qui se fait année après année ou show après show. C'est pas toujours comme ça, à mon avis, enfin en tout cas pour les fédérations de taille moyenne, petite, je pense que c'est pas toujours comme ça quoi, que ça se produit. Ça peut se produire sans qu'il y ait vraiment d'histoire. Par contre, ce qui est souvent prévu, c'est qui l'emporte. C'est pas toujours le cas, faut savoir quand même que c'est pas toujours le cas que ce soit prévu qui emporte le match. Mais il y a quand même une bonne partie des matchs de catch dans lequel la personne qui gagne, et c'était prévu que ce soit cette personne qui l'emporte. Mais c'est pas pour autant que pour le catch, donc en milieu d'un match, les choses qui sont faites sont totalement truquées. Ça c'est pas vrai, parce que on apprend, en fait c'est tout un apprentissage, on apprend à donner des prises de façon à ne pas faire mal à notre adversaire. On apprend à faire des enchaînements, à donner des coups de pied, à faire des DDT, donc des plantages de tête au sol, ou des neck breakers, des brise-nuques. Vraiment, on apprend à faire ces prises de façon à faire le minimum de dégâts sur l'adversaire, qui finalement est un partenaire en plein match. En fait, finalement, c'est un partenaire parce que c'est avec lui qu'on va travailler. Il faut vraiment se comprendre qu'en fait, c'est un travail commun, quoi. C'est pas l'un contre l'autre finalement, c'est un travail commun. Et ce travail commun, il peut être un petit peu préparé. Alors ça a été le cas pour moi pour pas mal de matchs au tout début à Amiens. Mais petit à petit, on s'est habitué à essayer de travailler même entre catcheurs qui se connaissent un peu moins, qui voire même n'ont jamais eu l'occasion de travailler ensemble, et se mettent à travailler ensemble là juste le jour J en disant ok, on va essayer de faire tel ou tel enchaînement, etc. parce que y a un catcheur qui aime bien faire telle ou telle prise, l'autre qui aime bien faire telle ou telle prise, puis on essaie de contenter les deux en disant ok, on va faire tel enchaînement, puis on essaie aussi de compléter nos enchaînements. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on voit très grandement à la WWE, notamment parce que on peut, et dans les grosses fédérations en fait de manière générale, parce qu'on peut se rendre compte que chacun des catcheurs a des enchaînements clés. Ont des enchaînements clés. Et en fait, on se rend compte que même si les catcheurs ne se connaissent pas à 100%, même si les catcheurs, ils seraient capables de faire un match ensemble parce que ils savent ce qu'est capable de faire l'un et l'autre. Quels sont les mouvements que font chacun les uns et les autres. C'est un peu la même chose entre chaque catcheur, en fait, de manière générale. Chaque catcheur a des enchaînements qu'il aime faire, qu'il aime effectuer en plein match. Et l'idée c'est que pour le match en lui-même, on essaie de placer ces enchaînements. Soit on essaie de placer des contres intéressants d'ailleurs, parce que ça peut être aussi très cool de voir des contres d'enchaînement habituels. Mais il y a aussi le côté, le but c'est d'essayer de mettre en avant le personnage de l'autre, donc aussi il faut être capable d'enchaîner des prises d'une certaine manière pour mettre en avant les prises de son adversaire ou ses prises à soi. Donc c'est vraiment un jeu de rôle. Et donc on apprend à donner les coups de poing au ventre, les coups de poing à la tête, etc. de façon à ce que ça fasse pas mal. Il y a vraiment des trucages qu'ils ont fait pour éviter que ça fasse mal, mais c'est pas pour autant donc que
tout est truqué parce que quand vous prenez une chute, vous la prenez vraiment. Quand vous faites les prises, il y a vraiment une part de danger qui est pris parce que évidemment, chaque prise, chaque mouvement peut amener à une blessure. Hein. Et c'est très important d'avoir ça en tête parce que on a peut-être tendance à croire qu'en voyant les mouvements, etc., les gars ils sont capables de se relever et tout, mais il faut pas oublier qu'ils prennent les impacts sur le sol, qu'ils prennent les coups, hein, parce qu'il y a certains coups qui sont donnés, hein, les coups de pied, les coups de poing. On peut pas faire semblant de donner un coup de poing, on peut pas faire semblant de donner un coup de pied. Suivant de quelle partie du corps on tape, il va falloir vraiment taper. Donc un coup de pied sur le ventre, on va le donner, le coup de pied sur le ventre, quoi. On va essayer de le donner sur un endroit du ventre qui fasse le moins mal possible, donc en général le bas du ventre, ou alors les pectoraux, mais il faut que la jambe soit vraiment parallèle aux pectoraux. Mais voilà, quoi, il y a des mouvements, ils sont vraiment faits et ils sont vraiment exécutés de manière à essayer de faire le moins mal possible, même s'il y a des moments où on ne peut pas faire semblant. Donc la corde à linge, il faut qu'elle soit vraiment donnée. Il y a des coups, on ne peut pas faire semblant, quoi. Vraiment, il faut vraiment se mettre ça en tête. Mais voilà. Donc je découvrais le catch, au début je le scénarisais beaucoup en préparant des scripts. Puis petit à petit je le faisais de moins en moins, en essayant juste de moi-même m'amuser à apprendre de nouvelles prises, voilà. Parce que moi j'étais très curieux, j'aimais bien essayer de nouvelles prises, de nouveaux mouvements, soit des mouvements que j'ai pu voir à la télé, soit des mouvements que je me suis inventé un peu moi-même, en imaginant des enchaînements, des choses assez intéressantes. J'aime bien faire ce genre de choses, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'était vraiment un terrain de jeu, quoi. Pour moi le catch c'était un terrain de jeu. Je pensais plus du tout à ce qui se passait en dehors, j'étais vraiment concentré. Alors c'est vrai qu'au tout début avec ce qui se passait à Amiens jusqu'à 2015, hein, je me permets de mettre des années aussi maintenant, donc jusqu'à 2015, c'est vrai qu'à Amiens j'aimais vraiment beaucoup ce côté, je suis sur le ring, je suis un autre personnage et voilà, je ne pense plus à rien, je fais juste des mouvements, etc. J'aime bien essayer d'être dans mon personnage. Alors oui, ce côté personnage c'est important et pour ma part c'est vrai que le côté personnage ça a mis un peu de temps pour vraiment être débloqué, puisque j'avais un bon niveau de catch arrivé en 2015, donc arrivé à la fin malheureusement du club de catch à Amiens, mais il me manquait vraiment ce côté personnage, parce que j'avais un personnage qui s'était un petit peu adapté à ce qui se passait au marché de Noël, donc qui s'appelait Icicle et qui était un personnage de motard qui aimait bien le froid, hein, et puis qui bouffait des glaçons, hein, on pourrait dire, donc voilà, qui kiffait le froid, et d'ailleurs oui c'était une aptitude que ma mère aimait bien mettre en avant des fois, parce que c'est vrai que je suis du genre à aimer bouffer les glaçons, hein, je le dis clairement, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu bizarre pour le commun des mortels, mais pour ma part c'était quelque chose et c'est encore quelque chose que j'aime bien faire, quand il y a des glaçons qui restent dans un verre ou un truc comme ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et j'ai pas peur pour mes dents. Donc voilà. Et donc ouais, donc j'ai essayé de faire un personnage dans ce genre-là, un peu motard, qui aime bien le froid. Ça a moyennement pris parce que c'était quand même difficile de développer un personnage dans cette thématique-là. Et il y a un autre personnage qui a fait son apparition donc à la suite, après avoir fait Amiens. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire rapidement du club d'Amiens, ce qui s'est produit, c'est qu'arrivé en 2015, il y a eu un changement de maire qui s'est produit. Et au moment de ce changement de maire, la nouvelle maire a malheureusement de moins en moins promu le catch, donc ce qui faisait que on n'avait plus notre place, on avait perdu notre place pour le marché de Noël. Et du coup, s'il y a de moins en moins de galas, il y a de moins en moins de publicité pour le club. Et s'il y a de moins en moins de publicité, il y a de moins en moins de gens qui viennent, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a un club de catch. Et donc voilà. Et de toute façon, ça fait partie un peu du déclin du catch en même temps, parce que, en France en tout cas, parce que ce qui s'est produit, hein, je vais en parler un petit peu, parce que ça me révolte un petit peu, mais c'est qu'il y a eu beaucoup trop de reportages qui relataient des faits concernant des enfants qui se mettaient à faire du catch chez eux avec leurs frères et sœurs, ou qui faisaient ça à l'école et qui blessaient assez lourdement les camarades ou les frères ou des trucs comme ça, qui les blessaient très lourdement. Alors je vais pas mentir, ça m'est arrivé de faire du catch avec la plus petite des sœurs, ça m'est arrivé j'avoue qu'avec le recul c'était pas forcément une très bonne chose. Même si sur le moment c'est rigolo, c'est amusant, même des fois j'ai vu des vidéos qui montrent un papa modèle qui fait du catch avec son petit gamin sur le lit. Avec le recul je me dis c'est pas top, hein. C'est pas top du tout en fait, parce que il suffit d'un truc, d'une mauvaise chute, d'un mauvais truc pour qu'il y ait une blessure.
Mais ça va tellement vite et on s'en rend pas compte. Ça peut aller tellement vite, tellement vite. Malheureusement d'ailleurs ma petite sœur je l'ai blessée à un moment donné en trampoline. J'ai un peu le corps lourd à dire ça, mais voilà. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là j'ai dit je ne fais plus de catch du tout à la maison quoi. Parce que bah, c'est pas possible quoi, c'est interdit. De toute façon on le dit, moi-même je m'en veux, mais on le dit à plusieurs reprises dans les spots publicitaires, ne faites pas ça chez vous, etc. etc. C'est vrai que notre pulsion de voilà, on a envie d'en faire, etc. On s'amuse, puis même quand on a la petite sœur aussi qui, à ce moment-là, quand elle découvrait également le catch et elle adorait ça, donc bon bah voilà, bon, bref, il n'y a pas d'excuse dans ce que j'ai fait, j'ai envie de dire, mais ce que je veux dire, c'est que avec le recul, je me dis que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Et je pense qu'il faut vraiment faire comprendre aux gens, en tout cas les gens qui commencent à avoir une passion pour le catch et qui se disent, bah ouais, je veux faire ça avec les copains et tout ça. C'est vraiment pas une bonne idée du tout. Il suffit d'un moindre truc, genre un bord de lit ou un truc comme ça, une poignée de porte. Là notamment, il y avait un reportage parlant d'un gamin, je me souviens, c'était 66 minutes, quelque chose comme ça. Un reportage qui démarre direct avec un gamin qui s'est blessé au dos parce que bah, y a ses frères qui faisaient du catch avec lui. Et ce gamin, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait une espèce de backbreaker, si on veut, donc un brise-dos, mais ils l'ont fait en tapant sur la poignée de porte. Et donc bah, ça a été fatal pour la personne, puisque bon, bah, elle s'est pas retrouvée complètement handicapée, mais quand même paralysée pour quelques mois. Des suites de cette chose. Et puis pour ce même genre de reportage, bah dans ce même genre de reportage, on voit des clubs de catch qui sont vraiment irresponsables. Ça n'a pas été le cas pour mon club de catch à Amiens, parce qu'en général, le club de catch à Amiens, ils embauchaient les gens, enfin embauchaient, entre guillemets. Ils prenaient les gens qui avaient au minimum 10 à 15 ans, tu vois, donc entre 10 et 15 ans, c'était à peu près la période où on pouvait démarrer le catch, mais on faisait moins de chutes à 10 ans qu'à 15 ans, parce que 15 ans, bah, c'est vraiment normalement l'âge pour laquelle, moi j'ai commencé à 15 ans pour ma part, mais 15 ans c'était vraiment l'âge pour lequel on pouvait vraiment démarrer le catch à proprement parler, à faire des chutes et tout ça. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait faire de la lutte pour les gens qui venaient un petit peu plus tôt, il montrait un petit peu ce que c'était la lutte, à travers peut-être des mouvements de judo, des choses comme ça. Il était tout à fait, mon entraîneur était tout à fait vraiment... j'ai le mot anglais qui me vient, aware, hein, je suis désolé, mais il était vraiment conscient de ce qu'il faisait, voilà, chercher le mot en français, il était vraiment conscient de ce qu'il faisait et il faisait pas n'importe quoi, vraiment clairement il faisait pas n'importe quoi. Mais malheureusement dans les reportages, bah, il montrait des clubs de catch dans lesquels on voyait des gamines de 4 ans, 5 ans, qui faisaient des... Enfin 5 ans notamment, il y en avait une de 5 ans qui faisait des chutes, qui faisait des trucs sur le ring. Non, bah non, c'est pas possible quoi. Il y a une certaine maturité, c'est comme pour la musculation en fait. Pour la musculation, c'est à partir de 15 ans qu'on peut vraiment faire de la musculation pour éviter des troubles dans le développement de la personne, des troubles musculaires ou des troubles osseux également. Pour éviter ce genre de troubles, ce qu'on fait, c'est que le côté musculaire, normalement, on le travaille qu'à partir de 15 ans. Alors oui, bon, il peut y avoir des exceptions, hein, donc pour certains sports de combat, judo, etc., c'est quand même quelques exceptions, mais dès qu'il s'agit de travailler le muscle ou dès qu'il s'agit du fait que le corps doit subir des impacts importants, en général, c'est plutôt vers les 15 ans que les choses démarrent sérieusement. Et donc moi j'ai commencé le catch, j'allais avoir mes 17 ans, voilà, j'allais avoir mes 17 ans. Mais voilà quoi, donc ce que je veux faire comprendre, c'est que ouais, il y a eu beaucoup de reportages qui ont cassé l'image du catch, qui l'ont vraiment mis à mal, et par conséquent, ça a eu tout de suite des conséquences sur le déclin des clubs de catch, et c'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, alors oui, il y a eu ensuite... alors j'ai fait des galas en public, hein, parce que bon, je pense que je vais pas avoir le temps de tout raconter là, comme je l'ai dit en une vidéo, mais je vais peut-être parler de ça parce que ça c'est important pour la suite du cursus en prépa. J'ai eu l'occasion de faire des clubs, des catchs, des représentations en public. Il est pas rare, hein, de toute façon, pour n'importe quel sport, j'ai envie de dire, et notamment les sports de combat encore plus, il est pas rare de se blesser, et il m'est arrivé de me blesser. Et donc par exemple, lors d'un entraînement, je me suis blessé à l'épaule. C'était avant les vacances d'été et je me suis blessé à l'épaule. Donc ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a un os qui s'est fêlé au niveau de l'épaule suite à une prise faite à la troisième corde avec Valentin notamment, camarade que j'avais cité préalablement, qui m'avait permis de passer mes concours. Donc là aussi, vous voyez le lien, hein, aussi. Mais voilà, et donc voilà, donc il y a eu ça. Et puis une autre blessure qui là va vraiment avoir une importance pour ce qui va suivre, c'est ma dent. Alors là, on peut noter qu'elle est cassée, et bon en fait il y a la prothèse qui a sauté il y a quelques mois de ça, et
Je vous en reparlerai au moment voulu, mais juste pour vous dire comment ça s'est produit, ça s'est produit en plein gala à l'extérieur, dans un petit village pas loin d'Amiens. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé mon adversaire dans le coin. Je peux même pas vous dire que ça s'est fait sur une grosse prise, hein. Ça s'est fait dans un truc très très bête. J'ai envoyé mon adversaire dans un coin, il avait la tête baissée, donc je jouais mon personnage et j'essayais de faire réagir la foule. Et puis en allant le rejoindre, j'ai levé sa tête, et en levant sa tête, il a tapé mon menton, et en tapant mon menton, la dent s'est cassée, puis s'est retrouvée dans ma bouche. En plein milieu d'un match. Alors du coup, je continuais mon affaire à travailler, des coups de poing et tout ça. Et je me rendais compte que j'avais quelque chose dans la bouche. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas là. C'est quoi ce truc? Et d'ailleurs, il me raconte, je t'ai vu le faire. Il me racontait, mon adversaire, je t'ai vu le faire. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, oui, j'avais la dent dans la bouche. Et le temps que je réalise que j'avais la dent, quand j'ai réalisé que j'avais la dent, ce qui s'est produit, c'est que j'étais tellement dans le personnage, tellement dans mon truc de catch, que j'en ai rien eu à faire. J'ai craché la dent sur le ring, puis j'ai continué mon match jusqu'au bout. Et une fois le match terminé, alors d'ailleurs j'avais gagné ce match, mais une fois le match terminé, j'avais la main levée, puis d'un seul coup, boum, le stress qui retombe, le stress qui remonte plutôt, parce que le stress du match lui-même est tombé, mais le stress de la dent et tout ça est remonté d'un seul coup, puis je me suis senti très mal, j'étais en train de chercher la dent sur le ring. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais consciemment je l'ai craché pas trop loin, de façon à ce que je le retrouve très vite, parce que je l'ai retrouvé très très vite sur le ring quand même, j'étais assez étonné. Mais et je me suis mis à m'effondrer en larmes en me disant mais c'est pas possible, parce que dans ma famille les problèmes de dents, j'étais le seul à ne pas avoir eu encore de problème de dents. Et donc ça a un peu cassé tout ça, et je me suis dit merde, je vais avoir ça à faire, etc. Ouais, c'était assez compliqué quoi. Ça m'a cassé beaucoup, mais voilà. Donc on m'a refait ma dent, on m'avait refait la dent pas très loin après, parce que malheureusement, même si j'avais gardé le morceau, c'était trop tard pour pouvoir la recoller. Je sais que en urgence, si on a un peu de chance, on peut la recoller. C'est pour ça que j'avais recherché ce bout de dent. Mais malheureusement, c'était trop tard. Donc je suis allé voir un dentiste d'urgence d'abord pour faire en sorte que la douleur soit éteinte, et puis ensuite éviter les infections. Et puis ensuite, on m'a refait une prothèse de dent, et on l'a mis là-dessus. Mais enfin bon, j'y reviendrai, parce que ça c'est un truc très important pour la prépa, parce que ça, le coup de la dent, vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui... Ouais, je veux vous en parler, vous en faites pas. Mais d'ailleurs, je vois que le temps de la vidéo est assez long maintenant, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Parce que je pense que j'ai dit pas mal de choses là sur le catch, et je pense qu'il me faut vraiment faire ça en plusieurs vidéos. Donc je m'arrête ici, et donc comme d'habitude, si vous avez des retours, des commentaires, des choses à dire concernant cet épisode, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très vite pour un prochain numéro d'une vie de mathématiques, donc la semaine prochaine, où je vous parlerai donc de cette troisième année, la fin de cette troisième année de classe préparatoire. Et puis pour le catch, je reprendrai une vidéo d'aparté à un autre moment. Je pense en avoir dit déjà pas mal pour aujourd'hui. Et puis voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et puis je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous. J'ai envie de lui dire qu'il a touché ses